Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Céline, merci Pierre, Charlotte, toute l'équipe pour votre accueil ici, si touchant. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous parce que d'abord, j'adore votre profession et j'ai appris hier soir dans notre dîner que Stéphane Houdet, donc notre multimédaillé olympique qui a encore gagné une médaille d'or il y a quelques semaines à Tokyo, était parmi vous l'année dernière. Et alors, sur Décider, c'est gagner, ça ne pouvait pas mieux tomber, parce que, vous savez, Stéphane, il a une fille de cœur qui s'appelle Pauline Déroulède, qui est une jeune athlète paralympique qui a perdu sa jambe il y a 2 ans. Et au moment de son accident, quelques heures après son accident, à l'hôpital, quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a dite à son papa, c'est « Je gagnerai la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. » Décider, c'est gagner. Alors, je suis sûr que quand vous avez vu le titre, probablement, certains d'entre vous se sont dit « Oui, décider, c'est pas forcément gagner. Moi, j'ai décidé plein de trucs dans ma vie, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. » Certes, mais décider, c'est gagner pour soi. C'est-à-dire que finalement, et c'est toute la question qu'on va traiter ce matin, autour de comment un cerveau fonctionne par rapport à la décision, c'est que finalement, décider, c'est d'essayer de reprendre une partie du contrôle. Essayer de ne plus subir, parfois d'ailleurs de ne plus se subir au passage. Et donc c'est cet angle-là de la décision qui est tellement important. On est faillible. Il n'y a personne dans cette salle qui, toute sa vie, a pris des bonnes décisions. Mais décider, c'est finalement ne pas renoncer. C'est finalement continuer à se battre, à s'imaginer un futur. Alors, on est servi aujourd'hui, depuis 2 ans. C'est vrai que le futur, il est complexe, il est incertain, il est volatile. On peut utiliser tous les adjectifs. Mais il est aussi passionnant. Et il nous renvoie un petit peu dans les cordes, c'est-à-dire qu'il nous challenge. Et donc, on doit maintenant nécessairement faire l'effort de mieux se comprendre. De mieux comprendre comment ça fonctionne ici, un petit peu, pour faire moins d'erreurs, déjà. Parce que c'est aussi ça, la compréhension du cerveau, ça permet de faire moins d'erreurs. Et puis, pour essayer d'avoir des décisions les plus pertinentes possibles. Alors, merci pour cette présentation et puis pour la petite surprise des tableaux, parce que ça, je ne m'y attendais pas. Et puis, je voudrais juste rajouter un point par rapport à mon activité, c'est qu'avant de consacrer ma vie aux neurosciences, ça fait 10 ans que ça dure, c'est une passion absolue 7 jours sur 7. C'est venu aussi d'un moment traumatique, c'est-à-dire qu'il y a 11 ans, j'ai eu une lésion au cerveau. Je suis rentré dans un bloc opératoire, l'opération devait à peu près bien se dérouler, et elle a été cauchemardesque. Et je suis sorti du bloc opératoire, je ne pouvais plus faire grand-chose, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus, évidemment, conduire, travailler, et pire que tout, je ne pouvais plus jouer avec mes enfants. Et à partir de ce moment-là, la première chose, c'était un peu comme avec Pauline, finalement, la première chose que j'ai dite à mes soignants, c'est « expliquez-moi ». Si je veux entamer mes processus de résilience, il faut que je comprenne pourquoi je ne peux plus mettre un pied devant l'autre. Et donc, on est rentré dans cette aventure de la connaissance. Ça fait un peu plus de 10 ans. Et un autre point, parce qu'il est lié par rapport à notre sujet de ce matin, bien avant cela, pendant 10 ans, en fait, j'ai travaillé pour la Croix-Rouge internationale dans les pays en guerre. Je négociais en fait dans les pays en guerre sur le sort des détenus, sur les échanges de prisonniers, etc. De l'Afghanistan à l'ex-Yougo, enfin un peu partout. Et donc la gestion de crise a été mon quotidien pendant longtemps. Post-crise, enfin pré-crise, crise, post-crise. Donc aujourd'hui, je vais un peu intervenir avec toutes ces différentes casquettes d'ex-humanitaires, de neuro, d'artistes aussi, parce qu'évidemment, tout est lié et la créativité est un enjeu central de la décision. Alors, en quelques mots, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est d'être utile et de voir comment tout cela peut vous impacter positivement dans votre vie. Mais en quelques mots, le cerveau incroyablement complexe, 3 cerveaux interdépendants qui ont maturé au travers de l'évolution, avec évidemment ce néocortex si extraordinaire en soi. On appelle souvent le néocortex le siège de l'intelligence supérieure. Moi, j'aime pas beaucoup cette appellation parce que ça voudrait dire que, par définition, le limbique, qui est plutôt le siège des émotions, serait l'intelligence inférieure. Bon, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que tout ça est en interconnexion constante. Donc ces 3
cerveau, 2 hémisphères, 100 milliards de neurones qui se connectent les uns 10 000 fois potentiellement. Donc vous imaginez cette machine absolument incroyable. Et puis un point qui est très important, un premier message vraiment que je vais vous donner, parce que souvent, on me dit « Oh ouais, mais tu sais, moi, c'est pas à mon âge que je vais changer. De toute façon, maintenant, hein, mon cerveau, ça fait longtemps qu'il est sur la descendante, etc., etc. » Toutes ces croyances limitantes hein, qu'on acquiert au fur et à mesure de notre avancée en âge. Alors, c'est vrai qu'un cerveau, il va maturer progressivement pour avoir sa forme mature, je ne dis pas définitive, mature à peu près à 20-25 ans. Alors, la vitalité synaptique, c'est-à-dire la capacité à créer des connexions entre les neurones, je vais vous rassurer, elle est à son top entre 0 et 3 ans. Donc, après, elle ne fera que décroître. Mais, on va mieux utiliser notre cerveau avec l'âge. C'est un peu comme quand vous allez dans une forêt, à un moment donné, il faut élaguer un peu pour permettre aux racines de reprendre. Ben, c'est un peu la même chose avec le cerveau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'âge, on va avoir des phénomènes d'élagage synaptique qui font qu'on aura moins de profusion entre les neurones, mais on fonctionnera plus efficacement. Et alors, avec l'âge, c'est vrai qu'il y a une rigidification. C'est vrai que les neurones, les connexions des neurones entre eux, alors je ne parle pas évidemment des maladies neurodégénératives, hein, mais pour tout à chacun, il y a un phénomène de rigidification. Mais il ne tient qu'à vous de freiner ce phénomène de rigidification et même essayer de l'inverser. On peut créer des nouveaux neurones tout au long de sa vie dans certaines parties du cerveau, notamment dans la zone de l'hippocampe, qui est très important pour l'apprentissage, par exemple. Et tout cela, c'est très lié à notre mode de vie. Le sommeil, l'alimentation, le sport, la méditation, etc., etc. Il y a un lien tout à fait direct entre notre vitalité cérébrale et notre mode de vie. Donc, oubliez la première croyance un peu limitante que vous avez, c'est-à-dire « je suis arrivé avec mon petit stock de neurones, c'est ma valise génétique, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Non, ce n'est pas la réalité d'un fonctionnement du cerveau. Un cerveau, en fait, se réaménage de façon permanente tout au long de votre vie et vous êtes aux manettes. Pour beaucoup. Alors évidemment, après, il y a un certain nombre de facteurs qu'on ne maîtrise pas, mais pour beaucoup, vous êtes aux manettes, donc c'est un peu notre responsabilité. Et là, je vous disais tout à l'heure que moi, mon entrée dans les neurosciences a été un petit peu heurtée. Et si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas être aussi idiot que moi. C'est-à-dire de ne pas attendre d'avoir une lésion au cerveau pour vous occuper de votre cerveau, parce que c'est un peu plus difficile. Donc, faites équipe avec votre cerveau, vraiment, prenez soin de votre cerveau, entraînez-le, apprenez des choses au long cours, des choses intellectuelles, des choses manuelles. C'est le plus grand service qu'on peut rendre à votre cerveau. Donc, oubliez cette foutue phrase, en plus en France, on est fort là-dessus, ce n'est plus à mon âge ou ce n'est pas à mon âge que je vais changer. Elle est neuronalement inexacte, même si psychologiquement, on peut la comprendre. Alors, très basiquement, on a 2 circuits majeurs qui actionnent en fait notre fonctionnement cérébral. Alors, on a le circuit de la récompense du plaisir, ben, ça vous le connaissez tous. C'est quand vous prenez un bon repas, comme hier soir on l'a fait ensemble autour d'un moment de convivialité. Bien là, on a des petites projections de dopamine, on est content. Quand vous allez vous promener, quand vous allez acheter quelque chose que vous aimez bien, etc., bien là, vous avez donc cette activation du circuit de la récompense. Alors qui est formidable puisque il prédestine à notre motivation, notre engagement, notre plaisir. Et puis évidemment, s'il y a une sursollicitation de ce circuit de la récompense, notamment dans un mode consumériste, eh bien là, des phénomènes d'addiction peuvent survenir. À côté de ça, on a ce fameux circuit de la menace et de la peur. Alors souvent on dit « Ah ouais, celui-là, on le déteste ». Mais il ne faut pas le détester, parce que si on n'avait pas ce circuit de la menace et de la peur, on ne serait pas là. C'est lui qui nous a sauvé la vie. Il ne faut jamais oublier qu'en fait, le cerveau est une machine à combattre l'incertitude et à garantir notre survie. Donc, ce circuit de la menace, effectivement, il est prioritaire sur tous les autres. C'est-à-dire qu'il va s'actionner en permanence. Alors, quand on était dans la caverne, objectivement, les risques ils étaient élevés. Objectivement, aujourd'hui, les risques sont beaucoup moins élevés, et même si on est dans un contexte Covid ou autre, ou un contexte de radicalisation croissante, objectivement quand même, les risques sont moins élevés. Quand on va sortir de cette salle, notre vie n'est pas en danger au moindre remède, ce qui était le cas, évidemment, quand on était dans la caverne. Donc, ce circuit de la menace, c'est un mécanisme d'alerte
utile, mais évidemment, parfois, il peut nous pourrir la vie. Sans compter le fait que les menaces, elles peuvent être réelles. Vous sortez, vous avez quelqu'un en face de vous avec un couteau, la menace est réelle. Mais elles peuvent être aussi un petit peu fictionnelles, un peu fantasmées, ou elles peuvent être un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a un fond de vrai, et puis après, le cerveau s'emballe. Et dire, tu sais ce qu'il m'a dit, l'autre, là, et c'est parti. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver quand même à canaliser ce circuit de la menace pour qu'il ne prenne pas toute la place dans le fonctionnement cérébral et pour qu'il n'inhibe pas tous les autres processus de créativité, etc. Donc, c'est un point absolument central de pouvoir avoir une meilleure maîtrise de son circuit cérébral de la menace. Deuxième point très important, 90% de votre activité cérébrale vous échappe. Ça, il faut retenir ce chiffre parce que c'est presque une leçon d'humilité. Quand on se dit, oh, moi je sais tout, ça y est, moi je suis j'arrive à tout décider, à tout gérer, à tout, etc. Je suis infaillible. Moi, je n'ai pas d'émotion, je fais fi, je les mets, voilà, je suis suffisamment un être rationnel, etc. Bon, ça, c'est du bullshit. Hein. Je vous dis tout de suite, au niveau cérébral, ça n'existe pas. Tous les stimuli qu'on reçoit sont d'abord traités par la partie émotionnelle. Ensuite, elles vont aller dans les lobes frontaux pour analyse. Mais on est perfusé du matin au soir de stimuli émotionnels. Et ces stimuli, ils sont traités pour une grande part de façon inconsciente ou non consciente. Donc il faut l'avoir en tête. Il faut bien avoir en tête ce chiffre des 90%. Et puis tout l'intérêt, et c'est tout l'intérêt des neurosciences, c'est d'essayer d'aller gratter là. C'est de se dire, mais il se passe quoi dans les 90 là? Et comment moi, dans mon comportement au quotidien, je peux peut-être agir sur ces mécanismes non conscients. Quand vous faites de la méditation, vous agissez très clairement sur ces mécanismes non conscients. Donc c'est intéressant de se dire que là encore, on a la main. On a la main au travers d'actions tout à fait conscientes. Les émotions, donc sur un plan neurologique, en fait, vous avez différentes étapes, perception, traitement inconscient, etc. Et puis ensuite, ça arrive, ça se reconscientise, donc ça retourne à votre conscience. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête, c'est toujours cette espèce de mouvement comme ça permanent de va-et-vient entre les deux modes mentaux. Alors, la décision, parce que c'est notre thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau qui est confronté à une hypothèse de décision? Alors, on a deux systèmes qui fonctionnent comme ça en parallèle. On a ce système 1, alors ça fait référence aux travaux de Kahneman, qui a été prix Nobel en 2002. Ce système 1, c'est des systèmes totalement automatiques inconscients. Super, ça va vite, c'est l'autoroute. Très bien. Sauf que ce n'est pas toujours d'une fiabilité formidable. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand vous êtes sur la route, vous prenez l'autoroute, vous regardez devant vous et vous êtes en auto-hypnose quasiment. Donc très bien parce que vous allez arriver assez vite, mais vous n'avez rien vu du paysage. Donc s'il y avait des éléments dans le paysage qui étaient quand même un petit peu intéressants à prendre en compte pour alimenter votre décision, tant pis. Donc on a en nous aussi ce système 2, d'analyse rationnelle, cette fois-ci, consciente. Je pose les données de mon problème à régler et j'essaye d'y réfléchir. Et donc, on est toujours un peu écartelé entre ces deux systèmes. Et le problème, c'est que quand on est dans des moments comme ça de stress, comme on connaît actuellement, en particulier depuis 2 ans, mais pas seulement depuis 2 ans, évidemment, mais tout particulièrement ces 2 dernières années, on a ce qu'on appelle nos biais cognitifs qui peuvent parfois être un petit peu turbulents. Alors, les biais cognitifs, vous voyez, ce sont des jugements, des décisions qui vont opérer de façon totalement inconsciente et qui vont nous pousser à l'acte. Par exemple, dans votre vie de tous les jours, quand vous vous dites « mais c'est pas possible, j'ai encore refait la même erreur, ça fait 50 fois que je fais cette même erreur, je n'apprends rien ». Eh bien ça, c'est parce que vous êtes drivé en fait par vos mécanismes inconscients, vos biais cognitifs, et vous n'avez pas pris le temps de la réflexion. Alors c'est souvent le cas, par exemple, quand on est en alerte émotionnelle négative. Et là, je vous donne juste un petit conseil pratico-pratique. Quand vous recevez un mail ou un coup de téléphone qui tue, là, qui vous énerve, là, vous sentez là le cerveau s'embrase. Il m'emmerde celui-là. Tu vas voir comment je vais lui répondre, etc. Alors moi, je vois souvent des dirigeants qui sont là. Alors lui, il va passer un mauvais quart d'heure, donc ils commencent à écrire leur message, tout ça.
La dernière fois, j'avais un dirigeant comme ça. Et je lui dis, OK, écris ce que tu veux. Par contre, fais-moi juste une faveur, tu envoies tout le lendemain matin. Alors quand je l'ai quitté après, j'ai vu dans ses yeux qu'il disait bonjour la gueule du consultant ou du coach là pour me donner des conseils aussi puissants. C'était peut-être pas utile de le contracter. Et il l'a quand même fait. Et après, il est revenu vers moi quelques semaines après en me disant tu sais que ton truc là de différer mes réponses, ça me simplifie la vie. Et donc là, je lui dis, écoute, assis-toi, on va prendre un café, et je vais t'expliquer pourquoi ça te simplifie la vie. C'est parce que quand vous êtes en suractivation émotionnelle négative, donc gagnée par votre stress, dans votre architecture cérébrale, votre cerveau de la raison, il va déconnecter. C'est un peu comme les plombs qui sautent dans une maison où on allume tous les appareils. Et donc, vous devenez à ce moment-là otage de votre circuit émotionnel et en particulier négatif. Donc, vous allez faire des choses qui ne sont absolument pas dans votre intérêt, mais simplement parce que vous n'êtes plus en capacité d'analyser et de raisonner. Quand vous laissez quelques heures passer, eh bien, vous allez permettre en fait à ce circuit analytique, ce circuit de la raison, ce cerveau de la raison, de revenir, de reprendre sa place dans le dispositif. Et plus encore si vous attendez la nuit, puisque le processus de régénération va opérer pendant la nuit, et donc là, vous allez rééquilibrer votre fonctionnement cérébral. Donc ça veut dire que le lendemain matin, tout simplement, vous serez plus en capacité mentale de prendre la bonne décision. Donc vous allez soit modifier de façon très importante le contenu de votre fameux mail qui tue, soit même l'abandonner en disant « Oh non, finalement, ça ne sert à rien », soit prendre votre téléphone et essayer de régler le problème de façon un peu plus courtoise. Donc là, vous allez agir en fait en fonction de votre intérêt et ne pas subir en fonction d'un surstress qui vous échappe. Donc c'est aussi cela, l'idée d'aller vers une meilleure compréhension de son fonctionnement cérébral, c'est aussi de ne pas faire comme ça des erreurs qu'on fait tous, hein. Mais c'est des erreurs, entre guillemets, de gamins, parce qu'on ne devrait pas faire ces erreurs. On devrait d'ailleurs nous apprendre tout ça à l'école, au passage. Alors les biais, il y en a plein. La littérature en a recensé 200, je crois. À chaque fois que je lis une nouvelle étude là-dessus, il y en a 20 de plus. Alors il y en a certains qui sont évidemment plus ou moins prégnants selon les époques. Et puis on est tous, quand on lit les biais, on se dit « Ah oui, ça c'est peut-être moi, ça ». Alors on n'aime pas trop le dire parce que évidemment ça renvoie à des choses un peu dépréciatives. Mais alors par exemple, le biais de négativité, c'est la tendance à accorder plus d'importance aux expériences négatives. Ça, paf, l'instinct de survie, hein, le circuit cérébral de la menace. Le biais de cadrage, par exemple. Pierre, si par exemple je suis médecin et tu viens me voir et je te dis écoute, il faut qu'on opère, il y a 90% de chances de réussite. Là, je te fais un effet de cadrage. Si la même maladie, le même cas, je dis Pierre, alors là j'ai regardé ton dossier, il y a quand même 10% de chances que tu y restes. Je peux vous dire que là on a fait 1000 études là-dessus. Inutile de vous dire que la décision de faire l'opération sera totalement différente dans le deuxième cas par rapport au premier cas. Et pourtant, j'aurais dit exactement la même chose factuellement. Donc le biais de cadrage, il est très intéressant. Et alors, je voudrais surtout en ce moment, je voudrais vous dire un mot sur l'effet boomerang. Parce que l'effet boomerang, on tombe tous dedans. Quand vous voulez convaincre l'autre, et en toute bonne foi et en toute bienveillance, mais quand vous voulez convaincre l'autre de la justesse de votre position, vous allez dire « Mais non, mais attends, écoute, regarde la situation ». Prenons un exemple, par exemple, qui nous occupe, la vaccination. Si vous voulez vraiment essayer de convaincre l'autre, vous allez lui dire « Mais regarde les entrées, etc. 95% des gens qui sont maintenant en réa étaient des gens non vaccinés, blablabla. » Donc vous allez avancer un certain nombre d'éléments tout à fait rationnels. Sauf que votre interlocuteur, comment il va percevoir votre intention de vouloir vous faire changer d'avis ? Premièrement, c'est une intrusion sur son espace de liberté. Conscient, inconscient, il va traiter ça comme une forme d'agression, si vous voulez, agression sociale. Deuxièmement, c'est une remise en cause de ce qu'il pense, donc de ce qu'il est. Donc, on n'aime pas beaucoup être remis en cause. Donc, si vous allez rentrer en force comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez déclencher l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'effet exactement contraire à celui espéré. Non seulement vous n'allez pas convaincre l'autre, mais vous allez le renforcer dans ses croyances initiales, ne serait-ce que parce qu'il ne veut pas perdre la face.
Et ça, c'est très important dans les relations interpersonnelles. Donc, il est bien plus efficace d'aller par questionnement, par écoute active, pour donner finalement, laisser à l'autre le choix de la porte de sortie. Alors, ça peut effectivement être assimilé à une forme de manipulation, mais tout échange est par définition une forme de manipulation. C'est-à-dire que dans un échange entre deux personnes, eh bien, vous voulez faire passer un message, vous avez vos propres intérêts, etc. Donc, ces questions, cet effet boomerang, il est très intéressant parce que au lieu de crisper les situations, au lieu de renforcer les antagonismes, il vaut mieux être un tout petit peu plus fin dans son approche pour permettre à l'autre d'évoluer. C'est extrêmement important, notamment dans les moments d'hyperstress où, comme je vous l'ai dit, le cerveau est un peu bloqué, est un peu inhibé. Alors, un petit mot sur ce qu'on a traversé. Parce qu'évidemment, les 2 dernières années, comme tu le disais Céline, elles nous ont challengés, elles ont été fatigantes, on n'en ressort pas indemne, même s'il y a des très grandes différences entre individus. Et donc, évidemment, ça a modifié notre fonctionnement notre équilibre neurobiologique, et donc ça a eu une influence directe sur nos décisions. Alors, dans ces moments d'hyperstress, le risque majeur, en fait, il est d'osciller entre 2 états. Le premier, c'est les ruminations. Pourquoi je n'ai pas fait ça? J'aurais dû me barrer avant, j'aurais dû déménager avant. On refait le film. Là, le cerveau, il adore. C'est souvent ce qui revient quand vous êtes tranquillement en train de regarder un film, machin, et puis tout d'un coup, bing, petite alerte, et c'est reparti. Et là, vous mettez le feu. Et l'autre cas, qui n'est pas forcément plus favorable d'ailleurs, c'est ce que nous appelons les anticipations anxieuses. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et comment je vais payer mes traites, mon remboursement? Et si je me retrouve tout seul comme véto rural dans telle région, comment je vais m'en sortir? Etc., etc. Donc là, souvent, dans les périodes comme ça difficiles, le cerveau il oscille entre ces 2 états de rumination, d'anticipation anxieuse. Les anticipations anxieuses, en général, c'est ce qui vous réveille à 3 heures du matin. Et puis là, vous tournez. Et puis là, compliqué après de se rendormir. Donc là, vous devenez un peu otage, en fait, très clairement. Et le risque, c'est de passer d'une simple anxiété qui est normale, qui est même... l'anxiété de base ne pose évidemment aucune difficulté, à ce que nous appelons des troubles anxieux généralisés. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. Et par-dessus le marché, ce qu'on a vécu notamment en tout début d'année, fin 2020, début, les 4 premiers mois de 2021, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'impuissance apprise. Alors, c'est quoi l'impuissance apprise? C'est un syndrome qui a été théorisé il y a déjà un petit moment, quelques décennies. En fait, c'est quand vous recevez des coups sur la tête de façon répétée, sans que finalement vous puissiez y faire grand-chose. Alors là, c'est typique, première vague, deuxième vague, troisième vague. Au bout d'un moment, on se dit, mais ça n'en finira jamais. Eh bien, vous avez un phénomène d'épuisement cognitif, en fait, et émotionnel, cumulatif, qui va opérer. C'est-à-dire que vous commencez à en avoir ras-le-bol, vous êtes fatigué, etc. Et si en plus, c'est couplé à une absence de perspective de sortie de crise relativement claire, alors là, le risque, c'est ce processus de résignation. C'est-à-dire... on verra bien, j'arrête de me battre, j'en peux plus. Et donc là, c'est la non-décision. Alors la non-décision est une forme de décision en soi. On va voir tout à l'heure un peu plus précisément cette question-là. Mais quand vous ne décidez pas, bien évidemment, quand vous procrastinez, c'est une forme en soi de décision. Mais qui, avec le temps, va évidemment poser des difficultés. La procrastination, au passage, ce n'est pas forcément négatif. Quand vous savez intuitivement, par exemple, que vous n'avez pas tous les éléments dans votre spectre de réflexion, vous pouvez reporter votre décision. Et là, c'est au contraire, c'est une marque de compréhension et de connaissance de soi très forte. Parce qu'il y a des phénomènes d'incubation dont on va parler tout à l'heure, qui sont à l'œuvre, et donc là, vous ne le sentez pas. La décision n'est pas prête. Mais ça n'a rien à voir avec la procrastination qui devient récurrente. C'est-à-dire, finalement, je ne décide plus rien parce que je suis dans ce syndrome d'impuissance apprise. Donc, je suis un peu submergé, en fait, par mes émotions. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la décision, c'est que quand on doit décider quelque chose, c'est toujours un arbitrage, en fait, entre le coût
qu'est-ce que ça me coûte, et les bénéfices, qu'est-ce que j'y gagne. Donc on va toujours, en fait c'est la théorie de la décision, eh bien on va toujours être consciemment et inconsciemment, j'insiste énormément sur ce point, on va toujours être dans cet arbitrage. Alors, si par exemple, vous voyez sur le schéma, si vous avez tendance un peu à minimiser la récompense, par exemple, vous avez un pote qui ne va pas bien, qui est un peu dépressif, etc. Vous lui dites, allez, viens, on va aller se promener, on va aller au bord on va aller en forêt, ça va être génial. Ouais, bon, la forêt, ouais, puis c'est pas terrible, puis ça sert à rien, etc. Donc là, vous allez avoir en fait une tendance à diminuer, à minimiser en fait les effets de la récompense, qui va donc pousser à ne rien faire. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir une tendance à surévaluer les efforts. Ouais, mais on va en forêt, ouais, mais bon, c'est loin, il faut s'équiper, il va pleuvoir, etc., etc. Donc là, vous pouvez avoir aussi, de la même façon, finalement une tentation de ne rien faire, de reporter. D'un côté, on a un peu les personnes déprimées, et puis de l'autre, on a les personnes un peu anxieuses. Donc, c'est toujours l'acte de la décision, c'est toujours voilà, cet arbitrage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour essayer de créer les conditions de la motivation pour arriver à passer à l'acte, à décider? Bien, il faut, tout simple, hein, évidemment, sur le papier, il faut augmenter d'un côté la perception des bénéfices, du plaisir ressenti. Donc, ça, bien opérer dans un climat bienveillant et positif, ça, alors je sais bien que le mot bienveillant, il est un peu à toutes les sauces et connoté, mais enfin, pour un cerveau, si vous ne voulez pas avoir votre circuit de la menace perpétuellement suractivé, il faut opérer dans un contexte bienveillant. Sinon, c'est perdu d'avance. Donc, le contexte bienveillant, c'est un préalable indispensable à une activité cérébrale constructive. La question de la reconnaissance, évidemment, pour augmenter les bénéfices, pour vous, pour vos équipes, on a des progrès à faire vraiment dans notre pays sur cette question de la reconnaissance. Et puis le sens de votre action. Pourquoi je me lève le matin? Quelle contribution je vais apporter à mon cabinet veto, à mon village, à ma région, mon pays, etc. Donc, augmenter la perception des bénéfices et puis, de l'autre côté, diminuer la perception des coûts. Alors là, encore une fois, pour le cerveau, on a des fondamentaux. Des objectifs, ce n'est pas monter l'Everest si on n'a jamais fait de montagne. Il faut que les objectifs soient d'abord clairement définis, intention claire, et puis atteignables. S'ils sont inatteignables, le cerveau va se mettre en position off, il va bloquer. Anticipation anxieuse, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Donc, on se fixe des objectifs atteignables qu'on rehausse en fait au fur et à mesure, étape par étape, tout en aussi étant bien clair sur un point absolument central qu'on néglige tous, c'est le temps de récupération. On ne peut pas être à fond 24-24, 365 jours par an. Ce n'est pas possible. Donc il faut, de temps en temps, permettre au cerveau de se reposer. C'est vrai sur des plages longues et c'est vrai aussi dans l'organisation de votre journée. Si vous êtes en hyperactivité toute la journée sans faire de pause, sans prendre de déjeuner à midi parce que vous n'avez pas le temps, etc., bien votre cerveau va évidemment bugger. Faire des pauses, c'est gagner du temps. Souvent, on me dit « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas le temps de faire des pauses. » Oui, sauf que si vous faites un petit exercice de respiration de 5 minutes, vous allez réoxygéner votre cerveau, vous allez diminuer votre niveau de cortisol, vous allez donc permettre à votre cerveau d'opérer plus efficacement. Donc les 5 minutes que vous aurez prises pour faire cet exercice de cohérence cardiaque, elles vous permettront d'aller beaucoup plus vite. Un exemple, par exemple, la NASA a quantifié l'apport de la sieste. Une petite sieste de mi-journée après le déjeuner, 15 minutes. Processus de régénération cérébrale accéléré. Ils ont quantifié le surcroît de performance cognitive après sur les 4 heures qui suivaient. Donc, ils ont travaillé avec leurs équipes d'ingénieurs. On était entre plus 30 et plus 40% de performance opérationnelle en plus. Donc, ça vaut le coup de prendre 15-20 minutes pour faire sa petite sieste. Donc, c'est aussi cela, la meilleure connaissance de son cerveau, c'est-à-dire c'est de mieux utiliser en fait ces temps forts, ces temps faibles, de faire davantage du sur-mesure au lieu de remplir son cerveau. Là, vous voyez, Montessori avait une belle image, elle disait qu'on prenait un vase, on mettait de l'eau dedans et puis on remplissait, sauf qu'au bout d'un moment, l'eau, elle déborde. Donc c'est aussi cette espèce de travail sur une espèce de sobriété neuronale, en fait, qu'il faut essayer de mettre en action pour se mettre en capacité de mieux décider. Alors,
Comme j'ai voulu être pratico-pratique, j'ai essayé de cibler 5 actions en fait, à envisager pour essayer de mieux réguler tout ça. Alors, premièrement, le stress. Alors, d'abord, il n'y a pas un bon et un mauvais stress, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il y a simplement des niveaux de stress dans le temps. Vous savez, le stress se mesure notamment par le niveau d'hormone de stress, donc le cortisol, qui est évidemment très fluctuant au cours de la journée. Mais pour être rapide, en fait, le problème, ce n'est pas d'être stressé. Heureusement que nous avons ce mécanisme en nous qui nous permet de répondre à une modification de l'environnement. Le problème, c'est quand vous êtes hyper stressé 24/24, 7 jours sur 7. Là, évidemment, vous savez, au bout d'un moment, en fait, le cortisol va finir aussi par attaquer le corps cellulaire, donc, notamment des neurones. Donc, destruction neuronale, altération des connexions synaptiques. Donc, le problème, vraiment, c'est le niveau et la durée. Alors, comment on peut faire ? 4 voies, 4 pistes, en tout cas, d'action. Premièrement, vous identifiez précisément, stylo à la main, ce qui vous stresse. Ça peut paraître évident de le dire, mais quand on l'identifie stylo à la main, on le conscientise. On le met réellement sur le papier, comme l'expression en dit long. Donc ça, c'est très important, parce que ça vous permet de rationaliser un process qui est quand même très largement inconscient. Deuxièmement, changer son regard sur le stress. Le stress n'est pas forcément mauvais. Le stress a une utilité, donc ce n'est pas la peine de vous dire « je suis le plus nul des plus nuls parce que je suis toujours stressé et je n'arrive pas à gérer mes émotions ». Ça fait partie du processus. Les émotions font partie intégrante de notre fonctionnement cérébral. Donc il faut voir le stress comme un mécanisme d'alerte, un mécanisme on arrive à mobiliser en fait un certain nombre d'énergies et de forces mentales, donc c'est intéressant. Donc arrêtons de culpabiliser par rapport à cette notion de stress. Troisième point qui paraît évident, mais on fait tout le contraire, éviter les sources de stress inutiles. Quel intérêt d'aller regarder CNews 3 heures par jour ? Quel intérêt d'aller participer aux controverses sur les réseaux sociaux pour savoir si l'hydroxychloroquine est bien ou pas bien ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Rien. Donc, encore une fois, parfois, on présume de nos forces cérébrales. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, moi, je suis capable d'écouter ça, de participer à ça, etc. etc. Ben non, on n'est pas capable. Il y a un phénomène d'usure, il y a un phénomène d'infobésité, c'est-à-dire il y a trop d'informations. Et puis, évidemment, le négatif, eh bien, ça, encore une fois, ça suractive le circuit cérébral de la menace. Ne croyez pas, quand vous êtes en face d'un débat sur CNews où tout le monde s'engueule pendant 2 heures, ne croyez pas que ça n'a pas d'incidence sur votre cerveau. Ça a évidemment une incidence sur votre cerveau. Donc, il faut faire attention à son cerveau. Il faut le préserver de toutes les sources de distraction qui sont inutiles et néfastes. Et tout le temps que vous allez gagner, à ne pas regarder CNews 3 heures par jour, eh bien, vous allez le réallouer à votre mode de vie. Au travers, encore une fois, du sport, de la méditation, de la respiration, du sommeil, du rapport à la nature, tellement important, j'y viendrai tout à l'heure. Donc ça, première chose, on peut agir pour mieux réguler son stress. Deuxième point, intégrer cette incertitude. Parce que de toute façon, l'incertitude, elle était là avant le Covid et elle sera là après le Covid. Donc ne résumons pas tout au Covid, de grâce. C'est un peu facile. Il faut apprendre à vivre avec cette incertitude qui va faire partie de toute façon de nos vies. Alors, premièrement, l'acceptation, au sens vraiment stoïcien du terme. Moi, je vous engage vraiment à relire les philosophes de l'Antiquité parce qu'ils ont tout compris du cerveau avant l'imagerie médicale. L'acceptation, c'est pas « je suis d'accord avec ». L'autre jour, j'avais un coaché qui me dit « Mais non, moi, je ne veux pas accepter, je ne suis pas d'accord avec cette situation. » Je dis « Mais qui te demande d'être d'accord ? Je te demande simplement de prendre acte d'eux. » Et c'est le préalable à toute capacité de changement et de réaction. Si vous êtes dans la négation de l'environnement, de ce qui arrive, vous êtes hors clos. Vous n'allez pas pouvoir apporter une réponse pertinente. Et ce qui est très intéressant et très difficile pour le cerveau, c'est d'accepter le fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, c'est une machine à combattre l'incertitude. Donc le cerveau, il veut tout savoir sur tout. Il veut tout contrôler. Sauf que si vous attendez d'hypothétiquement avoir toutes les solutions avant de vous lancer, ou toutes les réponses avant de vous lancer, vous n'êtes pas prêt de bouger d'un millimètre. Parce que vous ne les aurez jamais. Jamais, c'est ce que dit Mike Horn là, très, très justement, c'est impossible. Les réponses vont aussi venir le long du chemin.
en vous mettant dans l'action. Et autre point aussi qui est très important au niveau du fonctionnement cérébral, c'est que, vous savez, le cerveau, fondamentalement, il n'est pas fait pour se taper de la théorie pendant 107 ans. Le cerveau, il a besoin d'action. On n'apprend jamais aussi vite que quand on se plonge dans l'action. Et en plus, double effet un peu positif, c'est que quand on se plonge dans l'action, mécaniquement, on a tous ces processus ruminatoires et d'anticipation anxieuse qui ont tendance un petit peu à se mettre en sourdine. Donc, c'est un phénomène de distraction attentionnelle, en fait. On est plongé dans l'action, on se dit « Allez, tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je monte ma structure, il faut… » Donc, du coup, il n'y a plus vraiment de place, ou en tout cas moins de place, pour les phénomènes ruminatoires et d'anticipation anxieuse. Donc, on a tout intérêt à se plonger dans l'action. Alors, évidemment, pas n'importe comment, la tête baissée, mais on aura toujours, retenez ça quand même, on aura toujours en nous cette petite tentation ou cette voix intérieure qui nous dit « Oh ouais, mais je ne suis peut-être pas encore tout à fait prêt ». Donc, il faut à un moment se faire violence. C'est souvent quand on est devant le précipice, quand on n'a pas le choix, là on se dit « De toute façon, je n'ai pas le choix, j'y vais ». Il faut faire un travail sur soi pour essayer justement de ne pas attendre le dernier moment pour se mettre dans l'action. Kant disait, donc on mesure l'intelligence d'un homme à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Bon, c'est intéressant, même si la formule pourrait être contestée. Ou… Déjà, il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'est l'intelligence d'un homme. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est de se dire que l'incertitude, les incertitudes font partie intégrante de notre vie et de notre capacité à interagir. Troisième point, qu'est-ce que je fais concrètement dans mon mode de vie? Alors là, je vais intervenir sur 2-3 slides en particulier. Le sommeil, parce que le sommeil, c'est à la base de tout. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait 10 ans de visite de lieux de détention dans les pires endroits de la planète. Je peux vous dire que mon souci numéro 1, c'était quand les détenus étaient privés de sommeil. Parce que quand vous êtes privé de sommeil, vous déglinguez un cerveau en 2 temps 3 mouvements. Je préférais, je veux dire, c'est dur ce que je dis, mais c'est 10 ans d'expérience, je préférais des tabassages en règle que la privation de sommeil pour mes détenus. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, en fait, il y a 2 phénomènes en particulier qui opèrent. Vous avez un processus de consolidation de la mémoire. Tout ce que vous avez reçu comme stimuli va être traité par le cerveau. Il y a un phénomène de replay accéléré. Et là, la mémoire va soit conserver, soit évacuer. Ce qui est important sera transféré de la mémoire de travail court terme à des systèmes de mémoire plus long terme. Et ce qui n'est pas important sera éliminé. Et autre processus, c'est un processus de régénération. Vous allez nettoyer la machine neuronale. Donc, si vous n'avez pas une qualité et une quantité de sommeil suffisante, eh bien, ces processus sont altérés. C'est catastrophique aujourd'hui au niveau sociétal. On perd 1 heure de sommeil en quantité quasiment par génération. On a une qualité de sommeil qui laisse plus qu'à désirer pour toutes les générations, malheureusement, pas simplement pour nos enfants. On a toujours tendance à dire « ouais, nos enfants, le sommeil, etc. », ce qui est vrai, mais pas seulement pour nos enfants. Et c'est un problème, pour moi, c'est un problème en fait sociétal de santé publique. Je pense que c'est peut-être le problème le plus important, très peu discuté. Mais vous savez, avant le Covid, toutes les études montraient qu'on avait à peu près 2/3 des Français qui se plaignaient de leur manque de quantité-qualité de sommeil. 2/3 des Français. Ça veut dire, pof, on prend là, avant le Covid. Donc je vous laisse imaginer quels pourraient être les chiffres aujourd'hui. Je pense qu'on doit être à 4/5e, c'est-à-dire quasiment la totalité de la population. Quand on sait quelle importance le sommeil revêt pour le cerveau, c'est un vrai motif d'inquiétude. Là, il faut prendre cette question du sommeil vraiment avec la plus grande importance. L'alimentation. Alors, vous aurez tout cela, donc je vais faire très court. Vous savez, les 2 cerveaux, c'est déjà étudié depuis très longtemps. Ce que nous mangeons a une incidence quasi directe sur en fait, la vitalité cérébrale, sur notre capacité à réfléchir, à décider, etc. Donc là, évidemment, alors je vais pas vous surprendre en disant qu'évidemment, si vous mangez du McDo du matin au soir tous les jours, c'est catastrophique pour votre cerveau. En revanche, aller de temps en temps avec ses enfants manger au McDo, c'est formidable parce qu'ils adorent ça et ça fait un joli moment de convivialité. Donc là encore, par rapport à l'alimentation, il ne faut pas jouer les ayatollahs. Il faut être sensé.
il faut se dire, oui, alors le plaisir est une dominante intégrale du fonctionnement du cerveau, donc tant mieux. Hier, on parlait du vin rouge, par exemple. Ben, un verre de vin rouge par jour est tout à fait intéressant, même pour le cerveau d'ailleurs. Avec les tanins, c'est assez intéressant. Donc, il ne faut pas se priver de tout. En revanche, il faut évidemment éviter les pièges manifestes. Par exemple, le sucre. On sait que le sucre est une des substances les plus addictogènes pour le cerveau. C'est bien pour ça que l'industrie agroalimentaire en a mis partout. Et bien là, il faut se désintoxifier, parce que nous sommes intoxifiés par le sucre. Et ça, le meilleur moyen, et je vais pareil pour le sport et pareil pour les autres techniques, entre guillemets, c'est la constance, la régularité et la stratégie des petits pas. Si vous entendez un jour un consultant lambda qui vous dit « Ouais, moi je peux régler tout, moi j'arrive avec les neurosciences, en 3 mois je règle tout », vous partez en courant. Surtout partez en courant, parce que là c'est pas des sciences, c'est marabout là. Un cerveau peut se reconfigurer, un cerveau peut se transformer de l'intérieur, mais il faut du temps, de la patience et de la constance. Moi c'est ce que j'ai fait avec le mien. Quand j'ai reconfiguré mon cerveau, ça m'a pris des années. Mais si je vous dis ça prend des années, vous direz moi, j'ai pas le temps, je veux pas attendre des années. C'est pas ça. C'est qu'on fait des progrès, heureusement. Et les petits progrès, au fur et à mesure, nourrissent la motivation d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est pas les neurosciences, encore une fois, c'est pas une baguette magique. Mieux comprendre son cerveau, mieux l'utiliser, c'est un apprentissage. Et là, juste un petit mot aussi quand même, parce que souvent il y a des confusions. 99% des chercheurs en neurosciences, ils sont pas transhumanistes. Je dis ça juste comme ça, un petit aparté, parce que souvent, je vois dans la presse, notre ami Elon Musk a pour projet, par exemple, de nous implanter des greffons mémoriels là, pour concurrencer l'intelligence artificielle. Donc, il considère que l'être humain est en sous-doté, donc il faudra mettre de la techno. Voilà, bon, ça, c'est son point de vue. La plupart et la quasi-totalité des chercheurs en neurosciences, ils ne sont pas là pour essayer de greffer je ne sais quoi, sauf pour sauf à titre pour des maladies neurodégénératives ou autres. Mais dans le quotidien, le vrai défi, c'est de mieux utiliser l'existant. Et alors là, on a tous un potentiel de dingue. C'est-à-dire, si on comprend mieux son cerveau et on l'utilise mieux, bien on a un potentiel d'épanouissement, d'accomplissement et de performance, ce n'est pas un gros mot, qui est là, pour le coup, très important. Donc l'alimentation, vraiment, rôle entre le deuxième cerveau, les intestins-cerveau, extrêmement important. Donc là, vous avez une liste en fait de ce qui est intéressant. Les oméga-3, peut-être juste un petit mot sur les oméga-3, sont importants parce qu'en fait, ils permettent à l'influx nerveux de fonctionner plus efficacement. Et on est tous un peu sous-dotés. Parce que les oméga-3, ça ne se trouve pas forcément dans notre alimentation au quotidien. C'est plutôt dans les poissons gras, dans l'huile de colza, dans les noix, etc. Bon, on ne mange pas forcément du maquereau tous les jours. Sauf peut-être pour les Bretons, mais sinon... Donc voilà, donc il y a 2-3 petites choses comme ça qui sont intéressantes à respecter. Le sport, très important, le sport ou l'activité physique. Si vous n'aimez pas le sport, on s'en fout, c'est pas grave. Vous aimez la marche, vous aimez la nature, vous allez marcher dans la nature. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on vascularise le cerveau beaucoup mieux, donc on augmente la neurogénèse, création de nouveaux neurones. On va renforcer les connexions entre les neurones. Et donc tout cela va avoir en fait en effet domino, un effet tout à fait intéressant sur les capacités cognitives. Et en plus, on va mieux dormir. Parce que si on fait du sport relativement tôt dans la journée, faites pas du sport à 23 heures, parce que sinon votre température corporelle va hausser. Il vous faudra un petit moment de latence avant de pouvoir vous endormir. Donc faites pas du sport à la dernière minute le soir. Mais si vous en faites jusqu'à 18, 19 heures, 20 heures, là, c'est évidemment très intéressant. De nouveau, la régularité. 1 à 2 fois par semaine. Faites ce que vous pouvez. Marchez le plus possible. C'est évidemment au niveau, vous le savez mieux que moi, au niveau articulaire et autres, c'est tout à fait intéressant. Ou natation, ou vélo, ou toutes ces choses-là. Un point important, la neurochronobiologie. On n'est pas tous faits du même moule. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Les gens du soir ne sont pas des feignasses qui n'arrivent pas à se lever. C'est simplement une prédisposition. Nous avons en nous des prédispositions génétiques, après qui sont évidemment
travaillés, corrigés par l'environnement. Mais on a en nous une neurochronobiologie qu'il faut respecter. Certains d'entre vous ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit, d'autres 7 heures, d'autres 9 heures, parfois plus. Voilà, ça ne fait pas des surhommes pour ceux qui dorment 5 heures par nuit et des sous-hommes pour ceux qui dorment 10 heures par nuit. C'est simplement des spécificités qu'il faut respecter. Et dans l'organisation de votre journée, c'est très important d'agender vos moments forts et vos moments faibles en fonction justement de votre spécificité neurochronobiologique. Comme ça, vous êtes plus efficace. Le contact avec la nature. Alors, ça vous concerne évidemment au premier chef, en particulier pour les ruraux, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on sait du contact avec la nature ? Première chose, vous avez quasiment instantanément une diminution du stress, des troubles anxieux, parce que vous avez une baisse du cortisol, pression artérielle, rythme cardiaque. Vous allez aussi avoir, ça c'est très intéressant, sans rentrer dans les détails, une sous-activation en fait, du cortex préfrontal ventromédian, et c'est là où les ruminations en fait, s'opèrent. Donc là, quand vous êtes en train de marcher tranquillement dans la nature, eh bien, vous allez baisser un peu ce flot et baisser aussi l'activité de l'amygdale cérébrale, qui est un peu la zone des peurs. Donc là, la machine se calme. Vous allez avoir en plus de tout cela une augmentation de vos capacités de concentration, de focalisation. C'est pour ça que souvent on a des bonnes idées en marchant comme ça tout d'un coup, au bout d'une demi-heure, paf, bingo, on a la bonne idée du siècle. Ou alors aussi en se levant le matin. On est sous la douche, paf, la super idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un travail d'incubation inconsciente qui a opéré pendant la nuit. Donc tout ça, il faut arriver à jouer avec. Parce que de ce fait-là, eh bien, on prendra de meilleures décisions. Et puis, on a aussi remarqué que, en fait, quand on était au contact de la nature, curieusement, même si on était tout seul dans la nature, eh bien, on allait avoir une augmentation en fait, des comportements prosociaux. C'est-à-dire qu'on va être. Vous savez, on est des êtres de nature, de toute façon génétiquement programmés. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques siècles d'urbanisation qui change quelque chose à la construction cérébrale sur des centaines de milliers d'années. Donc nous sommes des êtres de nature. Quand nous nous en sommes privés, eh bien évidemment, ça rejaillit sur notre fonctionnement cérébral. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il faut se plonger au plus près de la nature le plus souvent possible. Et il y a un dernier effet qui est tout à fait intéressant au contact de la nature, c'est la synchronisation entre les deux hémisphères. Et ça, c'est absolument crucial. Vous savez que les cerveaux de nos éminents chercheurs et autres étaient des cerveaux qui avaient Einstein, par exemple, avait, au travers des corps calleux, avait une très forte en fait, communication entre les deux hémisphères. Et donc, la nature renforce ces phénomènes. Et puis, je vais finir sur un dernier point, parce que Charlotte m'a indiqué qu'il y avait 10 minutes, il y a 5 minutes. Donc, a priori, il me reste 5 minutes. La créativité, qui est évidemment à la base des bonnes décisions. Alors souvent, pareil, moi j'entends, on me dit « Oh, de toute façon, moi je ne suis pas créatif. » Oh, puis de toute façon, on me l'a toujours dit, à l'école, quand j'étais petit, le dimanche, on disait toujours que c'était mon frère ou ma sœur qui était super créatif, et puis moi j'étais... alors, il faut qu'on se sorte ça absolument de nos têtes, parce que d'abord, alors, je ne nie pas les prédispositions génétiques, encore une fois. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Il suffit d'aller dans une maternité, de voir 10 petits nouveau-nés. Ils ne vont pas tous réagir de la même façon. Donc, nous avons des prédispositions, mais qui ensuite vont être remalaxées totalement par notre environnement, par ce que l'on va vivre, les traumas éventuels, etc. etc. Alors, la créativité, au niveau neuronal, au niveau cérébral, c'est passionnant parce que c'est un va-et-vient permanent entre les deux états. Vous avez une décision à prendre. Donc vous dites, bon, alors j'ai tel machin, est-ce que je rachète le cabinet ? Alors vous commencez à mettre sur le papier les plus, les moins, les trucs, etc. Ça, c'est un travail conscient, évidemment, d'élaboration de la décision. Ensuite, vous allez avoir, à l'insu de votre plein gré, comme disait le cycliste, une phase d'incubation. C'est-à-dire que votre cerveau va travailler sur la décision à prendre. Pendant la nuit, pendant les périodes de marche, voilà, il va vagabonder, en fait. Cette période d'incubation, elle est très intéressante. Parce que, en fait, vous allez avoir plusieurs parties de votre cerveau qui vont communiquer entre elles. Surtout pendant la nuit, d'ailleurs, on a ce qu'on appelle des processus associatifs. C'est-à-dire qu'il y a des parties du cerveau qui communiquent entre elles, qui ne le feront pas dans la journée, parce qu'on est pris dans le flow.
dans le flux de tout ce qu'on doit faire. Donc, incubation. Et puis ensuite, on va voir ces petits phénomènes d'insight. Ça revient. C'est très fragile. Tout d'un coup, on dit « Ah, tiens, ça pourrait être ça ». Alors ça, il faut noter à chaque fois, hein, parce que ça, c'est des petits phénomènes comme ça, c'est très fragile. C'est une espèce de, comme ça d'insight neuronal. Là, si on note pas ça, 2 heures après, on s'en souvient plus. Et puis, donc, après l'insight, on va vérifier. On va vérifier si ça tient la route. C'est ce que disait Picasso. Je ne sais pas ce qu'est l'inspiration, mais quand elle viendra, j'espère qu'elle me trouvera en train de travailler. C'est tout à fait ça. C'est que ce n'est pas simplement la créativité, c'est de loin pas simplement un travail conscient, mais c'est un travail, encore une fois, entre les 2 états, conscient et inconscient. Et je terminerai là-dessus parce que je trouve que ces 2 petites citations sont tout à fait pertinentes, surtout aujourd'hui. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc ça, on est dans le darwinisme, hein, évidemment, ça nous parle. Et puis, peut-être le plus important, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, parce qu'en fait, on ne change personne. Seulement soi, nous-mêmes, en fait, on est en capacité de nous transformer. Donc, avant de vouloir essayer de changer les autres ou changer leur façon de voir, etc., concentrons-nous sur le travail que nous avons à faire. Et puis après, peut-être que, vous savez, les émotions positives, l'énergie, etc., c'est aussi très contagieux. On a un système neuronal miroir en nous qui font que les émotions sont contagieuses. Il n'y a pas que le Covid. Et donc, quand on a une énergie positive sur les choses, quand on essaye de faire de son mieux, quand on a des projets, on est dans l'action, etc., c'est évidemment la meilleure façon de transformer son cerveau de l'intérieur, mais c'est aussi la meilleure façon de donner peut-être un petit... d'appeler peut-être les autres à en faire de même. Donc c'est beaucoup plus efficace en tout cas que faire la morale ou être dans des injonctions permanentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va faire quelques questions-réponses, je crois, Charlotte. Merci beaucoup, Erwan.